Vous savez, en 2002, on a livré des combats. En 2002, il y a eu des combats qui ont été livrés. Mais en 2011, il n'y a pas eu de combat. Les villes sont prises, comme si voilà, les gens avançaient tranquillement. Il n'y a pas de combat en phase 2 et puis ils venaient. Bon, je ne sais pas, quel souci, je ne comprends pas bien votre question. La question est simple. Était-ce cette absence de combat parce que les responsables des FDS, les officiers généraux, si vous voulez, ou ceux qui dirigeaient sur le terrain, essayaient de préserver la vie des populations? Bon, si l'interprétation à votre niveau est ça aussi on peut prendre en compte. Voilà. Mais réellement, il n'y avait pas de combat et les gars avançaient. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous savez qu'il n'y avait pas de combat, mais vous ne savez pas pourquoi, c'est ça? En tout cas, je ne savais pas pourquoi. D'accord. Cet ordre du commandant Brice, disant à ses soldats, restez chez vous, ne venez plus assurer vos missions au camp et ne défendez pas le camp ou la ville, etc. C'est un ordre légal, à votre avis? Monsieur l'avocat, je comprends bien, hein, vous jouez votre rôle. Mais sinon, réellement, une cause qui est perdue, vous voulez que les gens viennent se faire massacrer pour ça? À mon avis, effectivement, c'est un monsieur qui est doté d'un bon sens. Et de ma position ici même, je le remercie encore d'avoir eu cette belle idée. Juge président, Maître Altit, vous parlez d'ordre, d'instruction, mais le témoin avait dit qu'il avait demandé aux soldats de rester chez eux. Il ne leur avait pas ordonné. Il y a une différence au niveau militaire. Essayons d'éclaircir ce point et posons-lui la question. Quand vous parlez du discours de Mel Brice, monsieur, tel qu'on vous l'a rapporté, disait-il à ses soldats « Je vous ordonne de rester chez vous » ou disait-il à ses soldats « Vous pouvez rester chez vous, mais vous voyez » sans faire de vraie distinction entre « Vous pouvez rester chez vous » Juge président, puis-je rappeler le fait qu'il n'était pas là? Il n'y était pas. Donc, qu'est-ce qui vous a été dit par rapport à cette source? Cette question. Oui, reformulez-la. Alors. Juge président, la question est la suivante. À votre connaissance, vous avez eu des sources qui vous ont indiqué des choses. Donc, s'agissait-il d'une instruction, d'un ordre de rester chez soi, ou bien est-ce qu'on vous demandait de le faire? Est-ce que c'était une instruction au point de vue militaire, ou bien simplement on vous disait de rester chez vous? Le commandant demandait aux militaires de rester chez eux. C'est ce qu'il a dit. Restez chez vous. Maître Altit. Maître Altit. Pendant toute cette période où vos camarades du premier BCP se battaient, et vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des morts et des blessés dans leur rang,
Vous n'avez jamais été réprimandé par vos supérieurs du fait que vous ne participiez à aucune mission et que vous ne participiez pas au combat? Jamais. D'accord. Les missions de protection dont on parlait tout à l'heure, vous vous souvenez, Oui. au bénéfice des responsables du PDCI, pour qu'on ait une idée à peu près, elles prenaient combien de temps? Elles prenaient combien de votre temps? C'était plusieurs jours par mois? C'était, je ne sais pas, un jour par semaine? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Non, ce n'est pas un déplacement de tous les jours. Peut-être il peut avoir besoin de moi pour 48 heures ou pour 24 heures. Et cela, ça peut revenir peut-être encore soit un mois après ou bien beaucoup de semaines après, voilà. Sinon, ce n'est pas quelque chose de tous les jours, non. C'est périodique. Voilà. D'accord. Alors, je vous pose la question, hein. Est-ce que le code militaire ivoirien n'interdit pas ce type d'activité à des militaires d'actifs, c'est-à-dire n'interdit pas ce type d'activité non seulement pendant les heures de service, mais encore à n'importe quel moment lorsque l'on a le statut de militaire? Bon, là, ça c'est un autre débat, hein. Parce que dire que le code militaire a interdit, mais on parle d'interdit quand on t'a attrapé. Pendant que je faisais mon activité, personne ne m'a vu. Donc je ne vois pas quel interdit j'ai franchi. Voilà. D'accord. Mais si vous aviez été attrapé, vous auriez été sanctionné, c'est ce que vous nous dites, c'est ça? Oui, si on m'a attrapé, on allait me sanctionner. D'accord. Est-ce que vous avez prévenu vos chefs de ce que vous assuriez une activité de protection politique? Dire que de rendre compte à mes chefs, je viens vous dire, vous venez de me demander si l'activité est légale, je vous ai dit non. Mais comment voulez-vous encore que je demande une permission à un chef? D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure du commando invisible. Je passe à un autre sujet, hein, du commando invisible. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous savez, quand le commando invisible s'est mis à attaquer, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il attaquait les militaires ou les policiers ou les gendarmes, est-ce que vous savez quand le commando invisible s'est mis à attaquer, à partir de quelle date ou de quelle période? Bon, le mot commando invisible est arrivé à Abidjan, je crois, après les élections, le deuxième tour des élections. Voilà. Mais je ne peux pas connaître la date exacte. Mais je sais que c'est après le deuxième tour des élections, après la proclamation, je pense, des résultats du deuxième tour. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, je crois, que le premier BCP, vous me dites, hein, je parle de mémoire, que le premier BCP avait parmi ses missions la protection de l'antenne de la RTI d'Abobo, c'est ça? Non, j'ai dit, le premier BCP dans ses missions avait un poste devant la mairie d'Abobo,
Unicafé D'accord. et au monastère côté Abobo Baoulé, puis maintenant à Nyama Azadie. Mais Anyama Azadie même a été supprimé à un moment donné. Voilà, donc c'était à Bobo, comment on appelle, au rond-point devant la mairie. D'accord. Pas à l'antenne de la RTI. Bon, l'antenne de la RTI ici, ça s'est ajouté au service parce que je vous ai dit, à un moment donné, moi, je ne participais plus au service. Voilà. Donc, si l'antenne de la RTI s'est ajoutée, ça, c'est peut-être après moi. D'accord. Je vous demande une seconde, hein, monsieur le témoin. Je suis à votre disposition. Alors, je reviens un instant sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure, à propos de votre présence à Boaké en septembre 2002. Est-ce que vous vous souvenez si, quelque temps après, il y a eu un massacre de familles de gendarmes? Bon, dans la période où, parce que pratiquement, moi, j'ai fait que jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, j'ai rejoint le groupe qui est venu d'Abidjan. Et quand on a combattu jusqu'à 17h et plus, à l'époque, commandant Deto Leto a lancé un repli. Il a demandé un repli parce qu'il a constaté qu'on était en manque de munitions. Et ce repli, on s'est retrouvé à Daoukro. Voilà. Et de là, donc, dire que dans la période où moi j'étais à Boaké, là, vraiment, je n'ai pas eu connaissance d'un massacre de familles de gendarmes. Ça, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, il me semble vous avoir posé la question, mais je ne suis plus très sûr. Vous me pardonnez, je vais vous la poser peut-être de manière différente. Le chef de ceux qui vous ont attaqué quand vous étiez à Boaké, le chef des assaillants ou des attaquants, est-ce que vous connaissez son nom? Mais à cette époque, je vous ai dit que d'abord, on nous disait que c'était une mutinerie des Zinzins et Bayefoué. Donc vous ne connaissez pas son nom? Non, je ne connais pas son nom. D'accord. Alors, nous allons lire un extrait de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est le numéro CIVOTP 0043 04 61 R04, page 04 69. Et c'est au paragraphe 29. On attend quelques secondes que le texte s'affiche et je vais lire ce que vous leur avez dit, d'accord ? Alors, je vais citer. Et c'est vous qui parlez, monsieur. Comme j'ai mentionné plus haut le 18 septembre 2002, j'étais à l'ENSOA de Boaké lorsque la crise a éclaté. Il y avait des militaires du Nord qui avaient déserté l'armée après la victoire de Gbagbo en 2000 et qui ont réapparu au début de ce conflit en septembre 2002. Par exemple, Koné Zakaria est venu à l'ENSOA en septembre 2002.
il a parlé aux stagiaires militaires pour nous rassurer que lui et ses éléments ne sont pas là contre nous. Ensuite, c'est lui et ses éléments qui ont pris la ville de Bouaké. Fin de citation. Donc, à ce moment-là, si je comprends bien ce que vous dites, vous vous souvenez très bien qui dirige les rebelles dans la zone, c'est Koné Zakaria. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Bon, je ne peux pas le désigner comme celui qui dirige le groupe qui a attaqué. Dans mes propos, là, c'est pas, je ne le désigne pas comme le chef. Vous me demandez qui est le chef de ceux qui ont attaqué. Dans mes propos, là, je ne le désigne pas comme chef. J'ai dit c'est celui qui est venu vers nous à l'Ensoi. Je n'ai pas dit qu'il était le chef. Mais il était à la tête d'un petit groupe qui est venu. Voilà, donc c'est de ce petit groupe-là que je parle. Je n'ai pas dit qu'il était le chef de ceux qui ont attaqué Bouaké. D'accord. Pour qu'on soit bien clair, quand vous dites, et je cite, « Ensuite, c'est lui et ses éléments qui ont pris la ville de Bouaké », fin de citation, ça ne veut pas dire que c'est lui le chef des éléments qui ont pris la ville de Bouaké. Bon, je ne sais pas si... Parce que la ville de Bouaké, lui et les éléments avec lesquels il est venu à l'Ensoi, là, il ne peut pas prendre toute la ville de Bouaké. Donc je ne peux pas le désigner comme le chef de ceux qui ont pris la ville de Bouaké. Mais je dis bien que c'est lui qui est venu vers nous, à l'Ensoi. J'ai dit ça même ce matin encore même. Voilà. Je ne le désigne pas comme le chef de ceux qui ont pris la ville de Bouaké. D'accord. C'est un chef d'Ozo, Koné Zakaria? Koné Zakaria, c'est ma classe. C'est un militaire du contingent 87-2A. Ce n'est pas un chef d'Ozo. D'accord. Vous le connaissiez d'avant? Je le connais avant. Je dis bien que c'est ma classe. Nous avons fait la FCB ensemble. D'accord. Et vous êtes resté en contact après? Non, après la formation, chacun a été affecté dans une unité différente. Mais quand on se voit, l'amitié reste. D'accord. Alors, monsieur, on va passer à un autre sujet. Vous nous avez expliqué hier qu'avant l'élection du président Gbagbo, le pouvoir était tenu par un comité de salut public, c'est bien ça? Oui. D'accord. Le comité de salut public, il était composé de qui? Je ne veux pas connaître tous les noms. Je veux savoir si c'était des militaires, des civils. C'était qui? Bon. Soyez un peu plus clair dans la question. Parce que le comité de salut public a formé un gouvernement. Je ne sais pas si c'est de ça il s'agit ou bien... Donc, posez-moi bien la question. Bon, alors à ce moment-là, on va procéder par ordre. Ce comité de salut public, quand prend-il le pouvoir? Quand ils ont pris le pouvoir, vous me demandez. Quand? Ils ont pris le pouvoir le 25 décembre 1999. D'accord. Ils ont pris le pouvoir à qui? Qui est-ce qui tenait le pouvoir avant le 25 décembre 1999? C'est M. Henri Konan Bédié. D'accord. Et lui, Henri Konan Bédié, c'était le président, c'est ça? Oui, il était le président de la République. Il avait été élu? Oui, il avait été élu en 1995. D'accord.
Donc, pour être clair, je vous pose la question, ce dont on parle là, est-ce que c'est un coup d'État militaire? Oui, c'était un coup d'État militaire. D'accord. Et vous, vous avez participé? Non. D'accord. Est-ce que vous avez soutenu le comité de salut public? Oui, mais je suis un soldat, donc mes chefs sont devant une action. Effectivement, je suis les ordres qu'ils donnent. Donc, je travaillais comme tout le monde. J'étais sous les ordres comme tout le monde. Qu'on comprenne bien, vos chefs étaient favorables au comité de salut public? Le comité de salut public, c'était une action militaire. Même que tu ne sois plus favorable, mais ça s'impose à toi, donc tu seras favorable. Qui dirigeait le comité de salut public? C'est le général Robert Guy. D'accord. Ensuite, est-ce que vous avez participé à une mutinerie dans les semaines ou les mois suivants? Oui, effectivement, j'ai participé à une mutinerie le 4 et 5 juillet 2000. Quel était l'objectif de la mutinerie? L'objectif de la mutinerie était que une promesse nous avait été faite. Puisque, en réalité, le militaire ivoirien, il rencontre beaucoup de problèmes. Certes, quand on le voit habillé dans la tenue, on pense qu'il est à l'aise, mais en réalité, il souffre. Donc, une somme de 6 millions nous avait été promise. Et effectivement, on entendait dans les coulisses que non, ceux qui sont auprès du général ont reçu. Voilà. Donc, c'est comme ça, on a organisé la mutinerie pour exiger qu'on nous donne aussi pour nous. Voilà. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est l'élection du président Gbagbo, avec le retour au pouvoir d'un civil élu, qui a mis fin à cette parenthèse militaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oh. Vraiment, je crois que je ne sais pas de quelle parenthèse vous parlez exactement. Mais voilà, reposez bien la question. Alors, je vais reformuler pour être clair. Voilà. Le comité de salut public, émanation d'un coup d'État militaire, prend le pouvoir le 25 décembre 1999, c'est ça? Oui. D'accord. Et garde le pouvoir, vous m'arrêtez si je me trompe, jusqu'à l'élection du président Gbagbo, c'est ça? Oui. Oui? Je vous entends pas, pardon. Bon, effectivement, parce que le président Gbagbo lui-même, il a dit que non, lui, il a obtenu ce pouvoir-là dans des conditions calamiteuses. Ça, ce sont ses propres propos. Essayez de répondre à la question, si vous voulez bien. Donc, les militaires, et c'est une question que je vous pose, hein, les militaires ont conservé le pouvoir jusqu'à l'élection du président Gbagbo. Est-ce que c'est juste? Oui. Juste après le comité de salut public, c'est M. Gbagbo qui a pris le pouvoir. D'accord. En tant que militaire, vous, est-ce que vous avez regretté la fin du pouvoir des militaires? Bon. Un regret, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir regretté. Je ne sais pas où j'ai mentionné que j'ai regretté, mais je n'ai jamais regretté. Vous voyez, une seconde, s'il vous plaît. Vous voyez, on essaie de bien comprendre. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que vous avez dit hier. Je vais vous citer. C'est au transcrit français, page 85, ligne 8. Et vous dites: oui, mais c'est-à-dire, et c'est vous qui parlez, hein, mais c'est-à-dire en 2000, avant que M. Gbagbo ne prenne le pouvoir,
le pouvoir était tenu par le comité de salut public. Quand M. Gbagbo a dit « j'ai gagné » et que tout le peuple sourdit effectivement, alors vous nous pardonnez, il y a des petites erreurs de temps en temps, les militaires que nous étions, on a quitté l'espace. Les militaires que nous étions, on a quitté l'espace. Donc eux, là, quand ils sont arrivés maintenant là, nous, on n'est rien devant eux. C'est ce qu'ils voulaient nous faire comprendre. Fin de citation. Et vous parlez de nouvelles recrues. Donc, il semblait bien, quand vous disiez ça, et c'est ma question, que d'une certaine manière, il y avait une sorte de, comment dirais-je, d'antagonisme entre militaires anciens qui avaient soutenu le coup d'État et nouveaux militaires qui étaient plutôt en faveur d'un pouvoir civil. Est-ce que c'est juste? Non. Non. Non, ne me prêtez pas ça. Dites-nous, est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'antagonisme comme ça? Ce que je voulais dire, voilà. Les jeunes recrues du contingent Blé Goudé, quand ils ont été recrutés, effectivement, ils n'avaient pas du respect pour les anciens que nous sommes. Oui. Parce que pour eux, c'est parce que nous sommes incapables que eux, on les a recrutés. Voilà où je voulais en venir. Sinon, il n'y a pas d'animosité véritable entre nous. D'accord. Et vous nous avez dit aussi hier que les nouvelles recrues, on parle de 2003, que les nouvelles recrues n'étaient pas de bonnes recrues, si je puis dire, c'est moi qui de bonnes recrues, puisque il y en avait parmi eux, elles, qui étaient handicapées, il y en avait qui avaient seulement un œil, etc. Quels autres handicaps avez-vous pu remarquer? Non, mais les deux éléments déjà que vous avez soulignés sont des handicaps qui rendent un militaire inapte à être recruté. Donc c'est suffisant. D'accord. Et vous avez ajouté, certains avaient un pied plus long que l'autre, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous avez fait toute votre carrière dans l'armée. Et si j'ai bien compris, vous êtes entré dans l'armée en 89, c'est ça? Oui, le 4 janvier 89. Vous avez été nommé sergent en 2005. Oui. Oui. Et sergent-chef en 2012. Oui. Est-ce que vous qualifieriez votre carrière Est-ce que c'est une carrière normale? Est-ce que ça correspond aux critères habituels dans l'armée ivoirienne? Est-ce que le développement de votre carrière correspond au développement de carrières semblables chez vos confrères? Vraiment non. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les chefs. Et chaque fois que tu es puni, ça te met en retard de 3 ans. C'est pourquoi. Sinon, déjà en 90, à 1 an de service, j'avais déjà fait le stage de caporal. Mais à cause d'une punition, j'ai été nommé jusqu'en 94. Voilà. Donc, effectivement, ma carrière m'a aidé beaucoup de punitions. Donc, effectivement, c'est pourquoi que jusqu'à ce jour, je suis sergent-chef. Sinon, j'ai les diplômes qu'il faut pour pouvoir avoir le grade. D'accord. Est-ce que votre participation à la mutinerie dont on parlait il n'y a pas longtemps a contribué à freiner votre carrière? Beaucoup même. Cette mutinerie, après, quand la mutinerie est finie, j'ai été arrêté par les responsables du comité du salut public. Et même, ce qui m'a sauvé, c'est mon... Parce que en Côte d'Ivoire, il y a une alliance entre l'ethnie Gouro et l'ethnie Yakuba.
Et aussi dans la période où je faisais la boxe, le général Gueye, il était chef d'état-major. Donc il assistait beaucoup au combat, à ces championnats militaires là. Donc c'est ce qui m'a un peu sauvé, sinon je serais passé à la poudrière. Voilà. Donc quand je suis arrivé devant lui, il dit « Ah, champion, c'est toi ?» Donc ça a anéanti, ça a atténué un peu ma situation. D'accord. Donc vous avez bénéficié en quelque sorte de l'attention du général Gueye, Oui. d'un côté. Est-ce que de l'autre côté, quelqu'un a freiné votre carrière? Oui. Qui ça? Il est devenu colonel-major, je ne sais pas s'il est à la retraite, s'il est là encore, Kouloubla. Effectivement, en 2001, j'étais à un barrage au corridor de GESCO. En ce moment, je fumais encore la cigarette. Donc, après ma faction, il pouvait être 1h du matin par là. J'ai dit au chef de poste, qu'on appelait Trojan, il était sergent-chef à cette époque, moi j'étais caporal. Je lui ai dit, bon chef, comme moi je n'ai pas sommeil, je vais chercher un endroit pour trouver de la cigarette pour fumer. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit, dans le marché de GESCO, il y a un maquis qui est toujours ouvert et il y a un vendeur de cigarettes là-bas. Donc j'ai pris mon arme et je me suis dirigé vers là-bas. Chemin faisant, j'ai trouvé 4 policiers qui étaient juste dans le tournant de la route. Bon, de façon polie, je les ai salués. Mais personne n'a fait attention à mon salut parce que juste derrière moi arrivait un gros camion de charbon qu'ils doivent contrôler parce qu'ils doivent attraper quelque chose. Voilà, de l'argent dedans. Donc, personne n'a fait attention à mon salut. Moi, j'ai continué mon chemin. Quand j'ai acheté mes cigarettes, je revenais. Le camion aussi m'a dépassé. J'arrive maintenant à leur niveau. Il y a un qui vient vers moi. Mais toi, tu cherches quoi, toi seul, avec ton arme? Je ne me suis pas occupé de lui. Je voulais continuer mon chemin. Il est passé encore devant moi. Donc, j'ai frappé mon chargeur et j'ai tiré le levier. Donc, ça fait 2 bruits. Et ça les a effrayés. Et ils ont fui. Donc, je leur ai dit, bon, moi, je suis au corridor. Quand je suis arrivé, j'ai rendu compte au chef Trojan que non, voilà où je suis allé acheter ma cigarette, voilà ce que j'ai eu comme problème. Donc, de là, j'ai rejoint le Mirador. Je suis allé en haut, sur le Mirador. Donc, quand ces policiers sont arrivés, ils ont causé avec le chef. Or, l'objectif du compte rendu, c'est que quand les plaignants vont venir, le chef sache ce qu'il va dire. Et de là-bas, maintenant, j'entends, non, c'est un bandit, c'est un drogué. Et je regarde, effectivement, je vois les policiers, donc je suis descendu. Alors, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai fait le même geste que j'ai fait, et les policiers, là, sont montés dans leur voiture, ils sont venus. Ils sont partis ou ils sont quittés. Donc, le lendemain, le chef Trojan, quand on est arrivé au camp, il a rendu compte au commandant, parce qu'il était commandant. Kouloubla, Dakouri. Donc, quand il lui a rendu compte, le commandant, au lieu de chercher à m'écouter, automatiquement, il m'a porté une punition. Donc, moi, ça ne m'a pas plu. Et je lui ai dit non, c'est injuste de sa part de me punir de la sorte parce qu'il devait d'abord m'écouter, même si le chef lui a rendu compte. Parce que c'est moi qui ai subi l'action. Si comme que ces policiers-là avaient réussi à m'attraper et me mettre dans leur véhicule pour venir me déposer devant le chef, est-ce qu'ils ne seraient pas humiliés? Bon, et là, ça m'a valu une punition. Et c'est ainsi que j'ai grouillé pour quitter le bazar pour venir à l'UCS. Voilà. Et cette punition m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. D'accord. J'ai même omis un détail. Voilà, cette punition même, et c'était terminé par une radiation. Le papier, même si j'avais su qu'on allait me poser cette question, je serais venu avec. La radiation avait déjà été signée par le général Doué Mathias. Ce qui m'a sauvé, c'est le 19 septembre qui a fait que je n'ai pas pu être radié. Sinon, je ne ferais plus partie de l'effectif de l'armée.
D'accord. Alors, jusqu'à quand Brice Mel est-il resté en fonction au premier BCP? Bon, parce que Brice Mel, il était d'abord l'adjoint du commandant Touali. Quand il est venu du 2e bataillon, il était venu d'abord comme commandant en second, adjoint du commandant Touali. Et c'est dans cette position, quand le commandant Touali a eu des problèmes avec son homologue officier capitaine Brou, et qu'il y a eu le coup de pied, qu'on a titularisé Brice. Maintenant, bon, sa période-là, je ne peux pas trop la définir. Parce qu'il était là d'abord comme adjoint, avant d'être maintenant premier responsable. D'accord. Mais jusqu'à quand est-il resté premier responsable? Est-ce que vous vous souvenez? Plus ou moins. Jusqu'au jour où il a demandé, même après 2011, il est resté là un peu d'abord, avant que quelqu'un d'autre ne prenne sa place. D'accord. Et le quelqu'un d'autre, c'était qui? Voilà le colonel Wassena Jean-Hubert. D'accord. C'était le fils de qui, Jean-Hubert Ouassénan? Jean-Hubert Wassena est le fils du général Wassena. D'accord. Et qui était le commandant en second du premier BCP à cette période-là? Vraiment, Sinon, dans la période où le commandant Brice était chef de corps, c'était le capitaine Tendé Gabin. Le capitaine quoi? Tendé Gabin. Voilà. Donc, quand on a nommé le colonel Jean Hubert, son adjoint était d'abord commandant Djerasouba. Maintenant, commandant Djerasouba a été promis chef de corps au 2e bataillon. Je ne sais pas si je confonds le nom Djerasouba ou Doumbia. Voilà. Maintenant, après lui, moi, en ce moment précis, j'ai été maintenant affecté en 2013 au Kangalieni, au BCS, où je suis présentement. Mais avant ça, est-ce que si je vous dis Gaoussou Kone, alias Jagao, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est... Mais en ce moment, moi, j'étais déjà au PCS, effectivement. Jagao a été... Il était basé à Bobo, mais il faisait fi de commandant en second du premier BCP. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Et qui était-il? Est-ce que vous le savez? Quelles avaient été ses activités précédentes? C'est sa activité précédente, préciser la période. Avant la victoire d'Alassane Ouattara, que faisait-il? Eh ben, il faisait partie de ceux des FSI. Il était un élément des FSI. D'accord. Sinon, des forces nouvelles, des forces, forces armées, des forces nouvelles. D'accord. C'était un comme zone? Oui, il était comme zone. Il devait être dans la zone de Touba ou bien au Djéné, mais je ne peux pas préciser. Il a été accusé de crime? Il est? A-t-il été accusé de crime? Bon, là, je ne sais pas. A-t-il participé au coup d'État contre le président Bédier en 99? Oui, il était militaire. Bon, dire qu'il a participé, je ne peux pas le désigner comme ça. Voilà, mais il était militaire à cette époque. D'accord. Qui est le commandant du premier BCP depuis janvier 2017, si vous le savez? Janvier 2017. Depuis janvier dernier, récemment. Oui, c'est le colonel Chérif Ousmane. C'est un comme zone? Oui, c'est un comme zone. Il a été accusé de crime? Bon, là, je ne sais pas.
Et qui dirige le CCAS aujourd'hui? CCAS de où? CCAS de quelle unité? Parce que CCAS, c'est une compagnie d'une unité. Voilà. Celle qui est attachée au premier BCP. Bon, là, je ne sais pas parce que bon, moi, je suis loin du premier BCP aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. D'accord. Alors, Monsieur le Président, j'en ai encore pour une douzaine de minutes. 15 minutes au maximum. Le Président. Je pense qu'on peut poursuivre encore pour 15 minutes. Oui, on dirait que oui. Comme ça, nous en aurons terminé avec la défense de M. Gbagbo. Allez-y, poursuivez. Et plutôt 12 minutes que 15, si possible. Merci. Alors, monsieur, on passe à autre chose. De quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Oh, vraiment, je crois que c'est en 2013. 2013, hein? Je crois. Parce que j'étais au camp et j'ai reçu une convocation du tribunal militaire. Voilà. Parce que c'est pas comme que moi je me suis levé parce que je sais beaucoup de choses et puis je suis allé, non. J'étais au camp et j'ai reçu une convocation du tribunal, mais je crois que c'est en 2012 ou 2013. Voilà, c'est par là. Et j'ai reçu une convocation du tribunal militaire. Ça mentionnait seulement Balobi. Et quand le commandement a reçu la convocation, ils ont dit que Balobi, là, il n'y a pas autre, c'est toi. Parce que ton autre frère, lui, c'est Bolobi. Or, c'est bien écrit là, Balobi. Or, toi, ton nom, c'est Bolibi Balo. Donc, les gens peuvent avoir inversé le bi. Donc, c'est pour toi, il faut y aller. Et je suis allé au tribunal militaire, j'ai été reçu par le magistrat qu'on appelait capitaine Dosso. Je lui ai dit non, le nom là, c'est pas comme ça, moi, mon nom s'écrit. Il m'a dit non, c'est toi. Et il a fait sortir des éléments qui attestaient que c'est moi. Maintenant, je lui ai demandé, mais qui lui a donné mon nom? Il n'a jamais voulu me le dire. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça. D'accord. Et c'est peu après, je suppose, que vous avez eu le contact avec les gens du bureau du procureur, c'est ça? C'est ça même. D'accord. Et vous les avez vus combien de fois? Bon, je les ai vus beaucoup de fois. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Je les ai vus beaucoup de fois. Alors, à peu près, qu'on ait une idée. Non, vraiment, je ne peux pas. Je les ai vus beaucoup de fois. Voilà, je les ai vus beaucoup de fois. D'accord. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, je crois, c'était... Ça doit être en 2017, là, où ils sont venus me dire que bientôt, je vais comparaître devant la Cour pénale internationale. C'était dans cette année 2017, là, je crois. Voilà, c'est la dernière fois. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce sont les gens du tribunal qui ont demandé à vos supérieurs de vous envoyer les voix, les gens du tribunal, puis qui ont prévenu le bureau du procureur près de la Cour pénale internationale que vous étiez là, disponible pour leur répondre. C'est ça? Bon, moi, je ne sais pas. Ça, c'est les détails que moi, je ne cherche pas à vérifier. Je suis arrivé dans le bureau du capitaine. Il m'a dit non, va à porte numéro tant. Il y a des gens là-bas qui t'attendent. Quand je suis arrivé, je me suis mis au garde à vous, je me suis annoncé. Voilà. Eux aussi, ils se sont annoncés que non, eux sont les responsables du bureau du procureur. Et que non, ils ont le devoir de me poser des questions. Je leur ai dit, je suis à votre disposition. Et c'est comme ça. D'accord. Vous voulez dire que l'entretien a eu lieu à la base militaire, c'est ça? Non. Notre premier entretien a eu lieu au tribunal militaire. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Vraiment non. Par exemple, est-ce que vous avez signé un accord vous promettant que vous ne seriez pas poursuivi si vous coopériez avec le procureur?
Ils m'ont dit oui, ma sécurité sera garantie au cas où j'ai des problèmes. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu de l'argent du bureau du procureur? S'ils sont venus me donner de l'argent, je n'ai pas reçu d'argent de leur part. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer très rapidement en session à huis clos partiel? Le juge président. Passons à huis clos partiel, je vous prie, monsieur le greffier d'audience. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le juge président, maître Altit. Alors, monsieur, est-ce que vous avez discuté de votre témoignage devant la Cour avec votre hiérarchie avant de venir à La Haye? Vous savez que je suis militaire, je ne peux pas sortir comme ça. Ça veut dire oui? Discuter, c'est un peu trop dit, mais ceux qui ont besoin de moi à la cour ici ont tout mis en œuvre pour que je puisse être là. Now, excuse me. Le juge président, excusez-moi. Avez-vous discuté du fond de votre témoignage avec qui que ce soit, à savoir avec votre hiérarchie dans ce cas-là? Mon chef direct, je lui ai dit que je viens à La Haye. Je lui ai dit, le colonel Doumbia Daouda, je lui ai dit. Okay. D'accord. Le juge président, d'accord. Témoins potentiels au bureau du procureur. Est-ce que vous avez donné d'autres noms de témoins potentiels au bureau du procureur? Quand je parle, je cite des noms. Voilà, je cite des noms. Maintenant, je ne sais pas si ils ont pris ces noms pour faire d'eux des témoins là, je ne sais pas. Sinon, quand je parle, quand il y a des noms à citer, je cite des noms. Mais sinon, je n'ai pas donné un nom spécifique pour dire non, allez-y chercher tel pour être témoin. Mais je cite des noms quand je parle. Merci. Une question un peu différente, monsieur. On a parlé beaucoup de différents contingents dans l'armée, de l'état d'esprit des soldats, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Il y a eu des mutineries récemment dans l'armée ivoirienne. Pourquoi il y a eu des mutineries? Vous pouvez nous le dire? Je peux vous le dire. Mais rapidement, s'il vous plaît. Oui. L'argent que M. Gbagbo, il ne nous a pas donné pour nous, là. C'est pour eux qu'ils ont réclamé. Qui a réclamé? Mais les anciens FAFN, là. Pour qu'on comprenne bien, les FAFN, c'était les anciens rebelles, c'est ça? Bon, moi, je refuse d'utiliser ce mot-là. Alors, d'accord. Est-ce que si j'utilise le mot pro-Ouattara, c'est mieux? Mais pourquoi vous ne voulez pas utiliser le mot qui est militaire? Pour qu'on comprenne bien qui est qui. Donc, les anciens FAFN, c'était les anciennes FRCI? FRCI, c'est un mot qui englobait et FDS et FAFN. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? Non, l'argent que M. Gbagbo n'a pas donné pour nous, là, c'est pour eux qu'ils réclamaient. Voilà, c'est pour eux. M. Gbagbo, nous, il nous a dit qu'on n'a pas gagné la guerre. Donc, il ne nous a pas donné pour nous. Et pour eux, là, c'est ce qu'ils ont réclamé et ils ont eu. Alors, attendez, monsieur. Qu'on comprenne bien ce que vous dites. C'est que les anciens FAFN, FRCI, pro-Ouattara, enfin peu importe comment on les appelle, ont réclamé de l'argent de qui? Du gouvernement? Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Bon. Ils ont réclamé de l'argent, c'est ça? Oui. Et ils l'ont obtenu. Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est un. Et ce que vous nous dites, c'est que les anciens soldats de l'armée gouvernementale, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas FAFN, pas FRC, eux, ils n'ont rien obtenu, c'est ça? Oui. D'accord. Bon. Merci. Monsieur le Président,
Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et monsieur le témoin, merci de votre obligeance et d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je vous remercie. Pas de quoi? Thank you. Le juge président, merci. Cela met un terme au contre-interrogatoire par l'équipe de la défense de M. Gbagbo. Nous reprendrons par conséquent demain matin à 9h30 avec le contre-interrogatoire mené par l'équipe de la défense de M. Blegoudé. Voilà, l'audience est levée jusqu'à demain matin. Nous nous retrouverons à 9h30.